Bien, écoutez, ce soir, je vais vous raconter une histoire d'amour, celle d'une rencontre entre votre serviteur et un oiseau, le busard cendré. Elle est née, cette histoire, il y a près de 30 ans, avec un message du Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux, qui dépend du Muséum national d'histoire naturelle, et qui, s'adressant aux 200 bagueurs français, leur demandait de souhaiter plutôt savoir qui voulait s'investir dans l'étude du busard cendré. Tant les données, tant les connaissances étaient peu nombreuses au niveau de notre pays. Et nous avons été une poignée, 5 ou 6, à répondre présent. Je dois vous dire qu'au début, tout n'a pas été simple. Je connaissais la présence de quelques oiseaux dans le massif de la Gardiole et il m'a fallu peut-être plus d'un an pour mieux arriver à trouver les nids, puisque c'était une chose absolument indispensable. Et en particulier, les premières fois, marchant dans la garrigue, au beau milieu du chêne kermès, il m'arrivait sûrement, vraisemblablement, de passer à quelques dizaines de mètres des oiseaux, de la femelle qui couvait. J'avais espéré qu'avec son envol, elle puisse m'indiquer le site de son nid, le site précis. Il n'en était rien. Et la première découverte nous a ramené à des réalités, c'est que l'oiseau s'envole vraiment quand on est à 1 ou 2 mètres de lui. Donc il faut vraiment prendre des points de repère très précis pour trouver le nid et pour ainsi appréhender un certain nombre de données. Par la suite, j'ai participé à des réunions à Chizé, au niveau du CNRS, où ces quelques bagueurs étaient réunis. Certains se connaissaient depuis longtemps et ils m'ont présenté, chacun présentant d'ailleurs le travail qu'il réalisait, ils ont présenté des résultats qui m'ont sidéré car je ne reconnaissais pas mon oiseau. Tant et si bien que je leur ai dit que j'avais l'impression de m'être trompé de réunion ou voire même d'espèce, que nous ne parlions pas de la même chose. Toutes les communications qui se déroulaient allaient dans le même sens. Un oiseau qui niche dans des cultures, un oiseau qui se nourrit à 90-95% de campagnols des champs, un oiseau dont le risque principal qu'il rencontre, c'est la moissonneuse batteuse. Tout autant de problèmes que nous ne connaissions pas, dont j'ai pris la parole pour dire que chez nous, le busard cendré, c'était tout autre chose. C'est un oiseau qui nichait généralement en milieu naturel, dans le matorral, en pleine garrigue, au beau milieu du chêne kermès. C'était un oiseau qui ne se nourrissait pas de campagnols, ou très peu, puisque les campagnols se trouvent rarement et en petit nombre au milieu de la garrigue, mais que les insectes étaient prédominés dans son régime alimentaire, ainsi que les reptiles, les passereaux et quelques petits micro-mammifères. Et enfin, je leur ai dit que pour nous, la moissonneuse batteuse en pleine garrigue dans le chêne kermès, ça n'existait pas, bien entendu, mais qu'il y avait d'autres causes de mortalité. Et en particulier à cette époque, la prédation, et que à peu près 20% des pontes ou des poussins étaient dévorés, étaient prédatés, et que le sanglier représentait une très grosse partie, les 2/3 de cette prédation. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous présenter un petit peu des résultats. On appelait ça premier résultat, mais il y en aura d'autres. Voilà. Et je voudrais d'abord vous présenter l'oiseau photographié avec tout le talent que l'on connaît à Christian Rambal, avec ce mâle, avec un plumage cendré, gris, un œil jaune, mais ça c'est parce que c'est un adulte, et puis de fines mouchetures rousses sur le corps et au bas des ailes. Toujours avec le talent de Christian Rambal, dont cette femelle qui se pose sur un tas de pierres, et vous voyez tout de suite la différence entre le mâle et la femelle. Il y a un problème de taille, parce que vous savez que chez la plupart des rapaces diurnes, hormis les vautours, les mâles sont généralement plus petits que les femelles, et ça atteint, j'allais dire, le summum chez les faucons, puisque le mâle est parfois 1/3 plus petit que la femelle, ce qui lui vaut son nom en fauconnerie de tiercelet.
Bon, là, c'est pas le cas, mais la femelle est quand même plus grosse, plus imposante que le mâle. Voilà un gros plan donc d'une femelle, corps brun, bien sûr un œil rond comme tous les rapaces, posé sur le côté, bien sur le côté comme tous les rapaces diurnes, contrairement aux rapaces nocturnes où les yeux sont posés devant. Et puis, bon, c'est un rapace de taille moyenne. Nous avons dans un premier temps estimé les populations. Alors pour le moment, bien entendu, ce sont des chiffres qui concernent que la région Languedoc-Roussillon, l'ex-Languedoc-Roussillon, puisque la région Occitanie n'existait pas lorsque ces comptages ont été faits. Et on m'avait demandé de centraliser toutes ces données, une estimation du nombre de couples sur notre région. Par ailleurs, j'ai une propriété dans les Alpes d'Haute-Provence et la LPO PACA, ayant entendu des informations sur les suivis que je menais en Hérault, m'a demandé d'estimer aussi la population que l'on trouvait en région PACA et nous apercevons d'ailleurs qu'elle est relativement faible. Pour l'ex-région Languedoc-Roussillon, bien, nous avions deux populations, une nordique avec une cinquantaine de couples en Lozère se partageant entre les cultures d'ailleurs et puis le milieu naturel. Alors, il ne s'agissait pas là d'être dans le kermès, mais plutôt dans les genêts ou la bruyère. Une population ouest avec une trentaine de couples, simplement dans les Pyrénées-Orientales, avec les mêmes dispositions que pour la Lozère. Et puis, j'allais dire un cœur, un noyau dur entre l'Aude, l'Hérault et le Gard, qui représentait environ 340 couples. Et là, vraiment, c'était une population que l'on peut qualifier de méditerranéenne, avec une très grosse partie nichant dans le milieu naturel en chêne et kermès. En Hérault, sur ces 120 couples, nous n'en avons trouvé qu'un qui a niché dans une culture. Donc, on peut considérer que c'est très marginal. Voilà le milieu naturel dans lequel nous allons trouver notre oiseau. Et pour un œil averti, vous l'avez au centre de la photo, il est posé sur quelques cailloux. C'est une femelle qui surveille de loin son nid. Toujours le chêne kermès, le matoral, là. Il n'y a pas de bosquet de chêne vert principalement, il n'y a pas j'allais dire les bosquets de pins que l'on peut parfois rencontrer, il n'y a pas les anciennes cultures d'oliviers, c'est vraiment le chêne kermès assez bas et c'est un des sites privilégiés pour cet oiseau. Nous allons le retrouver, et j'allais dire que les suivis se font dès la fin du printemps avec les premiers oiseaux qui arrivent. Et là, vous avez une photo d'une parade. Alors d'ailleurs, on peut voir la différence de taille entre le mâle et la femelle, même si l'un est un peu de profil et l'autre davantage de face. Le mâle faisant des parades très spectaculaires, il peut monter très haut dans le ciel, se laisser tomber comme une pierre jusqu'à quelques dizaines de mètres du sol et remonter en chandelle, alors avec force cri. Enfin, c'est le mâle qui cherche à appréhender la femelle. Une grosse partie de notre étude porte sur les nids. Et pour les étudier, bien entendu, il faut les trouver. Et je pense que cette photo est tout à fait explicite, puisque j'avais repéré un nid. Alors, pour la petite forme, en bas de la photo, presque sous la main de Mathias, vous avez un petit point blanc. En fin de compte, c'était un petit tissu blanc que j'avais mis, puisque ce nid était situé à environ 80 mètres d'un chemin. Et que bien sûr, au printemps, une personne passant, un promeneur, n'aurait vraisemblablement pas remarqué ce tout petit point blanc dans la végétation, parce qu'il y a aussi des fleurs, il y a des fleurs ou des petites pierres qui peuvent dépasser de la végétation. Et pour vous démontrer que l'oiseau s'envole vraiment quand on est tout près, là, Mathias était à 1 mètre 50 du nid quand la femelle a pris son essor. Oui. La femelle qui peut être très démonstratrice, et là vous la voyez, elle crie, elle n'est pas contente, elle alarme, mais nous avons noté de grandes différences de comportement entre les femelles.
Certaines, comme celle-ci, planent à quelques mètres au-dessus de l'observateur en criant et n'arrêtent pas tant que nous ne sommes pas éloignés du site. D'autres restent à une 50 mètres ou 100 mètres posés, bien en évidence sur des tas de pierres ou des arbres morts, et attendront également que nous partons. Et puis, les troisième sorte, certaines vont avoir plusieurs centaines de mètres, on ne les voit plus. Et ce n'est que quand nous éloignons de 100 ou 200 mètres du nid qu'elles y reviendront. Ça me rappelle tout ceci des phrases ou des données, des échanges que j'avais eus avec Christian Pacto, qui pour moi est un de mes maîtres dans la connaissance des rapaces, puisque c'est la personne qui reproduit et élève l'aigle de Bonelli en France, et il obtient des résultats extraordinaires. Il avait déjà fait ses preuves avec la reproduction de l'épervier, de l'autour des palombes, ainsi que du faucon au bureau. C'était des espèces qui étaient considérées comme ne pouvant pas se reproduire en captivité. Et là, il me disait qu'au-delà de l'espèce, il y a toujours l'individu. Il peut y avoir des traits communs aux mêmes individus d'une espèce, mais il y a une personnalité qui est attachée à chaque individu, certains étant timides, d'autres effrontés, certains on a presque l'impression d'avoir des différences d'intelligence devant un problème donné. Certains oiseaux trouveront tout de suite la solution, d'autres mettront beaucoup de temps pour s'adapter, et puis les troisièmes, quand ils me parlaient d'épervier, ils disaient fonceront droit devant, quitte à prendre un arbre ou à prendre un poteau. Voilà. Donc c'est tout ceci qui permet de, et là vraiment avec le busard cendré, je veux dire, il y a toute la panoplie, ce qui rend leur étude particulièrement agréable. Le deuxième point, c'est que ce sont des oiseaux très démonstratifs qui nichent en petites colonies. Alors les colonies peuvent être dans notre land de 3-4 couples jusqu'à une dizaine de couples. Les nids étant séparés des fois de quelques dizaines de mètres simplement. Et il y a très fréquemment, j'allais dire, j'ose dire, de prises de bec. Voilà, là, c'est deux mâles qui, en début de saison de reproduction, se frictionnent un peu, en quelque sorte. Donc, un des points que nous avons cherché à aborder en premier, c'était la reproduction du busard cendré, puisqu'il nous semblait intéressant de voir que si le régime alimentaire était différent, d'après des observations faites de loin à la longue vue à la jumelle, lors de l'apport des proies, du mâle à la femelle, cela pouvait avoir un impact sur la reproduction. Ceci était corroboré, j'allais dire, ou nous était insufflé par deux études anciennes que j'avais faites sur le faucon cresserelle et sur la chouette effraie, où, en comparaison les données que nous avions obtenues en Hérault, qui portaient sur plusieurs dizaines de nids aussi, nous avions constaté que dans nos régions méditerranéennes, les pontes étaient plutôt plus petites que ce qu'on pouvait enregistrer dans des régions plus nordiques, donc moins de poussins à l'envol. Et en plus, pour la chouette effraie, certaines années, près de 50% des nids de Bourgogne ou de Bretagne entreprenaient une deuxième ponte. Ça n'était quasiment jamais arrivé en Hérault. Donc, ça nous a amené à poursuivre une étude fine sur la reproduction. Et voilà, nous avons suivi, mais là peut-être que le haut de la diapositive est pris. Voilà, non, ça ira très bien. Nous avons donc suivi dans un premier temps 352 reproductions en Hérault, plus 42 dans le Gard. Donc ça fait pas loin de 400 reproductions. Je pense que c'est statistiquement tout à fait intéressant et fiable. Donc ce succès de reproduction, nous l'avons, si vous voulez, défini comme une reproduction qui donne au moins un jeune à l'envol. S'il n'y avait pas ce jeune à l'envol, on considérait qu'il y avait échec complet. Et puis nous avons aussi travaillé sur la productivité, qui est une deuxième notion, c'est-à-dire le nombre de poussins en moyenne qui arrivent à s'envoler d'un nid. Voilà.
Donc vous voyez que les chiffres peuvent être différents. Je pense que entre l'Hérault et le Gard, alors que les milieux sont à peu près identiques, etc., je pense que c'est l'échantillon, la grandeur des échantillons, qui, puisque nous sommes 8 fois, nous avions suivi 8 fois plus de nids, ou même 9 fois plus de nids en Hérault que dans le Gard, c'est ce qui permet peut-être de trouver une variation, mais de toute manière, ça permettait de voir que dans un premier temps, 16% des nids ne donnaient aucun poussin à l'envol dans l'Hérault, et puis près de 30% des nids ne donnaient pas de poussin à l'envol dans le Gard. Il y a un phénomène sur lequel nous reviendrons plus tard aussi, c'est la prédation. Il faut savoir que dans le Gard, nous avons une population de sangliers beaucoup plus importante que celle de l'Hérault, même si en Hérault, il y en a déjà beaucoup. Le nid, ben le voilà, c'est le nid est au sol, dans une sorte de cheminée. Là, la cheminée est grande, hein, vous voyez différentes végétations tout autour. J'ai même trouvé la scène assez poétique. C'est un début de reproduction, puisque là, nous n'avons que 2 œufs dans ce nid-là. Avec les œufs ont une couleur qui peut varier. Là, c'est vraiment au cœur du chêne kermès. Vous voyez que c'est un trou qui laisse juste passer l'oiseau. Et nous, là, nous avons 4 œufs qui sont d'un blanc mais teintés de bleu verdâtre, hein, de la plus jolie couleur. Hein. Apparemment, on a des difficultés pour expliquer pourquoi ces œufs peuvent avoir de différentes couleurs. Au bout de 33-34 jours, naissent des poussins qui sont encore très jeunes. Ils ont 2-3 jours et on voit à travers leur duvet encore un peu la peau rose. Très rapidement, d'ailleurs, leur plumage va évoluer. Mais si je devais résumer la reproduction des différents couples, donc différentes reproductions qui ont été suivies, oui, on va faire, je suppose, entrer Patrick Besançon. Voilà. Sur les sur l'échantillon hérolté, nous nous sommes aperçus que la moyenne donc d'œufs pendus, s'élevait à 3,88 pour 3,40 dans l'Aude, mais là aussi l'échantillon était faible puisqu'il n'y avait que 10 reproductions suivies, et 3,49 avec le Gard, sur aussi une petite population. Quant à la Lozère, c'était tout à fait à titre indicatif, puisqu'il y a eu une reproduction suivie dans ce laps de temps, donnant 4 pendus, 4 poussins nés, et une productivité donc de 4 poussins par couple, mais l'échantillon nage tellement faible dans ce cas-là, enlève toute crédibilité à ces chiffres-là. Pour l'Aude également, les suivis qui ont été réalisés par des ornithologues audois ont été intéressants jusqu'au stade de l'œuf. Après, les chiffres ont été ont été loin d'être portés sur les 10 couples, donc concernaient vraiment des populations tellement faibles que statistiquement, nous n'avons pas souhaité les prendre en considération. Hein. Donc, je retiendrai les chiffres de l'Hérault avec 3,45 poussins nés. Vous voyez déjà, il y a un petit différentiel entre le nombre de pendus et le nombre de poussins nés. C'est dû en partie au fait que très régulièrement, il y avait des œufs qui n'éclosaient pas, soit parce qu'ils étaient abîmés, soit parce qu'ils n'étaient pas fécondés, tout simplement. Hein. Et vous verrez aussi qu'entre le nombre de poussins envolés et le nombre de poussins nés, il y a une différence. C'est lié tout simplement à la prédation et à la mortalité des poussins au nid. Chez les rapaces, ce sont quand même des chiffres qui sont assez importants. Hein. Voilà, alors vous avez une photo d'un poussin,
Et j'allais dire que l'intérêt chez les poussins de busard, ça se trouve très rarement dans le monde des oiseaux, c'est qu'au bout de 10-15 jours, alors là, il a plutôt une vingtaine de jours, hein, le poussin, mais à partir de 10-15 jours, on arrive à déterminer le sexe des oiseaux. Et vous verrez que c'est un certain nombre de conséquences pour la suite. Là, il s'agit d'une jeune femelle. On repère son sexe à son iris qui est brun foncé. Voilà, on n'a pas de difficulté d'ailleurs à faire la distinction entre la pupille et l'iris, hein, mais c'est une jeune femelle. Et vous allez voir que pour le mâle, c'est tout à fait différent. Vous devez voir facilement l'œil gris, qui est l'iris gris, qui permet sans aucun doute, sur un poussin à peine plus jeune que la femelle que nous avons eue précédemment, de reconnaître que c'est un mâle. Cette coloration des œufs va évoluer, elle va progressivement aller vers le jaune que vous avez vu en début, le jaune citron des adultes, en passant par plusieurs intermédiaires. Ainsi, au bout d'un an, par exemple, il y a encore beaucoup de marron chez la femelle avec le jaune, un peu moins la deuxième année, et puis la troisième année, donc c'est un jaune parfait. Voilà, alors ce sexe ratio qui nous a permis de déterminer justement le ratio entre les mâles et la femelle, on s'aperçoit, il a été fait sur 305 oiseaux, pas sur la totalité, enfin surtout la totalité, mais la carte n'a été faite, ce diagramme, que sur 305 oiseaux. On s'est aperçu que la première année, on avait aux environs de 67% de mâles, très peu de femelles. Et puis l'année suivante, on est tombé à 30, 37 ou 38% de mâles. Le minimum a été aux environs de 27% de mâles, les femelles compensant bien sûr pour arriver à 100%. Et après, au bout de quelques années, donc, finalement, c'est que tout simplement, il y avait une part des échantillons très faibles les premières années où je trouvais quelques nids, alors qu'à la fin, il nous est arrivé de suivre jusqu'à 30-35 nids dans la saison, ce qui était beaucoup plus fiable. Hein. Donc, il y a ce biais de l'échantillonnage qui était très faible la première année. Et puis, il peut y avoir des variations aussi qui peuvent être dues peut-être à la nourriture, peut-être au climat, enfin, on ne sait pas trop. Mais ces variations, on les a aussi dans d'autres zones, dans d'autres régions que la nôtre qui ont été observées. Ce qui est important, c'est de voir qu'au bout de 7-8 ans, ma foi, on arrive à quelque chose de près, à une stabilisation autour de 50% il y a un équilibre entre les mâles et la femelle. Bon, pour le gard, cette étude a été faite que sur 2 saisons, mais très rapidement, on est monté à 50%. Pour les autres départements, l'échantillon étant très faible, nous n'en avons pas tenu compte pour ne pas biaiser les éléments, les chiffres que nous vous donnons. Ceci étant, je pense qu'à terme, si on avait poursuivi pendant très longtemps, on serait arrivé à ce 50%, qui est une position d'équilibre avec autant de mâles que de femelles dans les populations naissantes de busards. Le bagage et le marquage ont été des outils précieux pour notre étude. Alors au début, nous étions partis sur du bagage pur et dur, c'est-à-dire on baguait les poussins lorsqu'on les trouvait au nid. Mais au bout de quelques années, j'avais bagué comme ça plus de 250 poussins. Or le but, c'est pas de baguer en soi, c'est d'avoir, si vous voulez, un retour, soit par l'observation, soit des contrôles d'oiseaux, c'est-à-dire soit des reprises d'oiseaux. Alors le contrôle, c'est quand l'oiseau est observé ou capturé vivant. La reprise, c'est quand un oiseau est trouvé mort bagué. Donc de 1991 à 2006, en 7 ans, nous avions bagué 472 poussins. Et finalement, nous avions eu aucun contrôle, enfin, tout au moins sur les 250 premiers oiseaux, nous n'avions eu aucun contrôle ni aucune reprise.
Alors, c'était quand même quelque chose qui était un peu décevant. Et puis, au cours d'une fameuse réunion au CNRS de Gizeh, nous avons pris la décision de marquer les oiseaux. Et à partir de là, vous voyez que donc de 2007 à 2009, nous avons bagué et marqué, et on reviendra sur le marquage, 211 oiseaux dans le Gard, de l'Hérault, pardon, 67 dans le Gard, 27 dans l'Oise et 2 en Lozère. Vous verrez que ça a eu beaucoup d'impact sur la suite de notre étude. Donc, voilà un petit peu ce que donne le marquage sur un jeune oiseau. Rassurez-vous, oui, l'oiseau là avait une grosse quinzaine, entre 17 et 18 jours, voilà, j'allais dire une grosse quinzaine. Donc, ce sont des marques qui sont en plastique, qui viennent compléter le bagage, puisque le bagage, on peut le lire, comme je l'indiquais, que si on a l'oiseau en main. Donc là, c'est un oiseau qu'on va pouvoir suivre au vol avec toute une série de codes, des codes couleurs. Et vous voyez que là, c'était le code réel. On commençait toujours par la lecture par l'aile gauche. Donc, c'est une marque blanche sur fond bleu. Et puis, l'aile droite, c'était rose. Chaque oiseau, et il y a un code qui le caractérisait. C'est-à-dire que dans toute l'Europe, il n'y a pas deux oiseaux qui avaient le même code. Après, on a pu compléter pour avoir un plus grand échantillon avec des codes alphanumériques. Il pouvait y avoir des hauts, des chiffres qui pouvaient apparaître. Ces marques sont agrafées au patagium de l'oiseau. C'est-à-dire, dans l'aile, il y a, lorsque l'aile est pliée, au coude, une partie où la peau ne comprend pratiquement pas de nerfs ni de vaisseaux sanguins. Donc, on peut très bien agrafer sans que ça pose de problème. L'oiseau ne sent rien et il ne signe pas. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que assez rapidement, on s'aperçoit que l'oiseau considère cette marque comme une plume. On le voit nettoyer la plume, la lisser, voilà. Donc, il n'y a pas d'handicap pour l'oiseau et au contraire, ça nous permettra de l'observer de très loin à la jumelle ou à la longue vue. Nous avons entrepris la même pratique, j'allais dire, utiliser la même méthodologie sur les femelles et les mâles, bien entendu. Et pour ça, il nous fallait capturer des oiseaux dont nous avons mis au point un piège qui est très simple, vous le voyez, qui se posait au-dessus du nid et qui était déclenché par la femelle. Il y avait un filet sous le piège et un filet qui se rabattait au-dessus chaque fois qu'elle voulait atterrir sur le nid pour apporter de la nourriture pour nourrir les poussins. Bien entendu, ça nécessitait une observation lointaine. Et dès que nous voyions l'oiseau aller au nid, on se précipitait pour le dégager, mais ça n'occasionne aucune blessure. Et tout de suite après, bien entendu, on baguait, on marquait la femelle en prenant un certain nombre d'ailleurs de mesures, comme la longueur du tarse, la longueur de l'aile, etc. Voilà ce que ça donne sur une femelle adulte. Vous voyez, c'est bien au patagium. Et là, donc, la lecture, c'était rouge, aile gauche, jaune-vert à l'aile droite. Donc, les poussins que vous avez vu tout à l'heure, après, quand ils prennent la plénitude, j'allais dire, de leur plumage à l'envoi, ça ressemble à ça. Alors, voilà un peu, nous avons marqué jusqu'en 2009, on en a marqué d'autres après, bien sûr, mais l'analyse porte sur cette période-là. En 6 ans, nous avions marqué 33 oiseaux. Alors, vous pourrez me dire, c'est pas beaucoup, et j'en suis tout à fait conscient. Sauf que les techniques nous permettaient, enfin, nous souhaitions capturer les oiseaux que lorsqu'ils étaient relativement près d'un chemin, pour éviter qu'ils passent beaucoup de temps dans le piège, même si nous les observions. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que vous voyez qu'il y a une différence importante dans le nombre d'oiseaux capturés adultes, alors que l'idéal eût été la parité entre mâles et femelles.
Mais on a capturé 26 femelles pour 7 mâles. Et ça tient tout simplement au fait que lorsque les poussins sont jeunes, c'est toujours le mâle de toute manière qui va chasser pendant que la femelle couve, que ce soit les œufs ou les jeunes poussins. Et puis après, même quand les poussins sont grands, la femelle, dans un premier temps, se tient à proximité du nid. Et c'est le mâle qui peut aller chasser jusqu'à 5 ou 10 km et qui amène des proies. Donc dès qu'il arrive, comme au moment de l'accouplement, la femelle s'envole, elle tourne, mais on le verra tout à l'heure sur une autre diapo, elle tourne sous le mâle qui lâche la proie tombant, avant qu'elle atteigne le sol, la femelle se met en une fraction de seconde sur le dos, attrape la proie avec les serres, que ce soit un insecte, que ce soit un reptile, que ce soit un micro-mammifère ou un oiseau. Et après, elle va la porter au nid. Donc c'est elle qui arrive au nid, c'est elle qui arrive sur le piège, c'est donc elle qui se prend. Le mâle, lui, étant reparti pour chercher de nouveau la nourriture. Et puis quand les poussins sont gros, et la femelle peut participer à la chasse aussi, ben, quand le mâle arrive, s'il n'y a pas la femelle, généralement, il descend très rarement au nid. Souvent, il passe juste aussi au-dessus du nid et il lâche la proie qui tombe dans le nid. Mais ça, c'est à partir du moment où les poussins sont suffisamment gros, en ayant 3 semaines environ, et qui peuvent se nourrir eux-mêmes. Alors voilà donc la raison pour laquelle plus de femelles que de mâles ont été capturées. Le plumage des poussins a évolué, vous le voyez là très près de l'envol, ça commence à ressembler à une femelle busard, puisque les poussins à l'envol ont le plumage de la femelle, de type femelle. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a une différence d'âge, vous avez le poussin de gauche qui doit avoir une bonne semaine de moins que ses frères et sœurs, ses frères ou sœurs. Donc, une des différences que nous avions pu mettre en évidence, concerne le régime alimentaire des oiseaux. Voilà, donc là, tout est dans le titre. Donc, ce régime alimentaire, comme je vous l'indiquais, ben là, c'est assez simple. C'est le mâle qui vole au-dessus de la femelle, qui vient de lâcher la proie. J'ai déclenché un tout petit peu trop tard. Et on voit un lézard, si vous voulez, alors un lézard ou un micro-mammifère, là, la diapositive est un petit peu petite, dans les pattes de la femelle, où on voit une boule qui est le corps, et puis une queue, c'est vraisemblablement un lézard, qui l'amène au nid. Alors, au départ, le régime alimentaire a été dans un premier temps, voilà, là, c'est typique de l'apport d'un insecte par la femelle, puisqu'elle serre les serres, j'allais dire, elle tient dans ses serres une petite boule qui est un insecte. On ne voit pas de queue, on ne voit rien pendre, il n'y a rien d'autre. Alors, une partie de l'étude sur le régime alimentaire portant sur un peu plus de 400 proies avait été réalisée en fonction des observations, comme vous le voyez, des oiseaux apportant des proies, ou en allant au nid pour baguer les poussins, il nous arrivait de trouver des restes de proies. Mais une deuxième partie portant sur près de 500 proies a été réalisée par l'analyse des pelotes de réjection que l'on peut trouver. On ne les trouve pas au nid généralement parce que les poussins les piétinent et elles s'intègrent au substrat. En plus, il y a toujours des fourmis qui mangent les petits éléments. Voilà. Mais on peut les trouver sous des perchoirs ou sur des rochers où l'oiseau aime bien se poser pour manger et puis pour digérer et faire sa pelote. Donc, les résultats qui portent sur un nombre maintenant de près d'1 millier de proies ont été, toutes les analyses de pelote, tout au moins, ont été réalisées par Christian Riols de la LPO Aude, qui est vraiment un spécialiste des analyses de pelote et qui peut déterminer si dans des pelotes il y a des épiphygaires, s'il y a des criquets, il arrive à déterminer si c'est le détique à fond blanc ou le criquet migrateur ou d'autres criquets, etc., des sauterelles. Et bien entendu, les oiseaux, il arrivera généralement à déterminer si c'est une fauvette, même mélanocéphale adulte, ou une jeune fauvette mélanocéphale en regardant l'état de la calcification, et ça, on va relativement loin d'une manière très précise.
alors que l'observation à distance nous permettait simplement de savoir s'il y avait un apport d'insectes, de reptiles, d'oiseaux ou de micromammifères. Il peut y aller pour suite. Donc là, c'est l'épiphygial qui rentre dans l'alimentation de très très nombreux oiseaux. Oui. J'ai vu des cougets aussi se gaver des épiphygiales, des pigrièches, le faucon cresserellette, le busard cendré, bien sûr. Nous avons des jeunes oiseaux. Ici, c'est un bruant proyer. Oui, oui. Donc, ils vont capturer tout ce qui est jeune fauvette pichou et autres. Bien sûr, des micro-mammifères avec des souris, quelques campagnols, peut-être une musaraigne, mais les micro-mammifères, contrairement à ce que l'on trouve dans d'autres régions, ça représente à peu près 15% de l'alimentation du busard cendré, contre les 95% que l'on trouvait dans d'autres régions. Hein. Les insectes, c'est 65% dans notre région et le reste se partage donc entre les oiseaux et les reptiles. Nous avons eu la surprise de trouver quelques couleuvres, bien sûr, quelques petits lézards gris, mais un nombre intéressant de lézards verts et même le grand lézard ocellé. Ici, c'est un beau mâle, voilà, qui est capturé assez régulièrement par le busard cendré. Là, ça représente déjà une grosse proie pour ce rapace. Et puis, je voulais vous montrer un petit peu, en évoquant le problème des déplacements. Voilà, c'est une photo qui n'a pas été prise ici, c'est la seule que nous n'avons pas prise dans la région, c'est même la seule que je n'ai pas prise. Voilà, c'est pour vous montrer qu'au cours de migration, là c'est sur la côte atlantique, au milieu d'un vol de barge d'ailleurs, cette femelle de busard cendré avec ses marques alaires, il y a un haut noir sur fond vert à l'aile droite, c'est un petit peu plus difficile, mais il y a une marque blanche sur fond rouge à l'aile gauche, et ça permet donc à distance de repérer les oiseaux, et vous allez voir que c'est quand même très important pour la suite. Alors, nous avons dans un premier temps nous avons eu la surprise de voir qu'un certain nombre d'oiseaux qui avaient été bagués et marqués surtout à l'extérieur de notre région, puisque nous étions partis sur une idée un peu folle et qui ne résiste pas à l'analyse scientifique, c'est de dire, mais si nous avons des oiseaux qui s'installent dans des milieux très différents. Nous, ce n'est pas les cultures, c'est vraiment chêne kermès, c'est le maquis, c'est la garrigue. Si nous avons des oiseaux qui ont des régimes alimentaires si différents, est-ce qu'il ne s'agirait pas de populations qui seraient très différentes? Eh bien là, on s'aperçoit que non, parce que très rapidement, nous avons eu un oiseau qui avait été bagué vers les Deux-Sèvres, qui avait même niché là-bas. Il avait été bagué poussin et puis il a niché 2 années de suite dans les départements des Deux-Sèvres. C'est l'oiseau que vous avez sur la gauche. Nous avons eu la surprise de le trouver. Il avait disparu du site, donc mes collègues du CNRS me disaient, bon, ben, il a dû mourir, on suppose. Et j'ai eu la surprise de le retrouver nicheur dans le massif de la Gardiole. Ça a bouleversé tout à fait nos théories, puisque c'était plus le régime même alimentaire, c'était plus le même milieu. Et nous avons eu un autre oiseau de l'Isère aussi, qui est venu nicher dans notre secteur, là, alors qu'il avait été bagué donc, dans l'Isère. Et nous avons même eu dans le Gard un oiseau qui a été né et qui avait été marqué poussin donc, en Allemagne. Vous avez vu que donc là, il a traversé les frontières pour venir nicher dans notre région. Ça, c'était les quelques données que nous avions sur des oiseaux originaires d'autres régions, parfois très lointaines, et venant nicher en Languedoc-Roussillon et en Hérault pour les 2 tiers d'entre eux. Nous avons eu aussi
aussi un certain nombre de déplacements. Et là, le site de marquage est en rouge, donc c'est essentiellement des oiseaux de l'Hérault, c'est que des oiseaux de l'Hérault. L'un, celui que plus au nord, a été retrouvé 2 ans après niché en Lozère. Et les autres, ce sont 2 déplacements à l'intérieur de notre département. Le premier, ça a été une grosse satisfaction d'ailleurs pour moi, puisque j'avais pu baguer un poussin à Mireval, donc dans le massif de la Gardiole, et c'est le point rouge le plus à droite. Et ça a été le premier oiseau quand nous avons essayé notre piège pour capturer des adultes. La première fois où nous avons installé ce piège à Villeveyrac, ben, nous avons eu la chance de capturer une femelle qui était venue s'établir et on ne s'était pas aperçu que la femelle était baguée d'ailleurs. Et c'est quand nous l'avons eu en main que nous avons pu lire la bague et que nous sommes aperçus que c'était la femelle qui avait été baguée donc à environ 15 km de Villeveyrac, plusieurs années avant. Et puis un deuxième point, celui qui est le plus à gauche, lui a été bagué au sud de Montagnac, Poussin à Homme, au sud du village de Homme. Et il a une histoire un peu particulière, puisque 2 ans après, nous l'avons récupéré comme femelle nichant à Villeveyrac, près des éoliennes, là, sur le cos d'Ommelas, pendant 2 ans. Et puis elle a disparu. Donc nous nous sommes dit, peut-être que l'oiseau est mort. Et finalement, je l'ai retrouvé l'année d'après, nichant, elle a niché 2-3 ans à Saint-Pargoire. Donc, vous voyez que là, il peut y avoir des déplacements, même si le cercle de déplacement n'est pas très grand. Les oiseaux ne sont pas toujours fidèles exactement à la même colonie, au même site d'une manière précise. Beaucoup d'oiseaux que les déplacements concernent les poussins. Là, nous sommes restés avec cette diapositive dans le midi de la France. Vous voyez, les sites de marquage sont en rouge. Les sites d'observation après, donc ce sont des oiseaux généralement de l'année. Et nous avions une seizaine, en gros 16 déplacements qui avaient été enregistrés. Tous ne figurent pas sur la carte, parce que certains ont été observés pratiquement sur le site où ils étaient nés. Mais on voit qu'il y a un certain nombre de déplacements, certains vers le nord, comme celui des Pyrénées-Orientales, et puis un de l'Hérault. Ça pourrait paraître très curieux, parce que d'habitude, comme c'est un oiseau migrateur qui passe l'hiver en Afrique, on pourrait penser qu'après l'envol, ces oiseaux vont vers l'Afrique. Mais on s'aperçoit aussi que de très nombreuses espèces qui sont dans le garrigue, qui sont sur notre pourtour méditerranéen, avant d'entreprendre ce grand trajet migratoire qui les amènera sur les lieux d'hivernage, ils partent dans une direction opposée, et en particulier vers le nord. C'est un phénomène que nous avions constaté déjà, nous, il y a maintenant 30 ou 40 ans, quand j'avais fait un programme sur le coucouget, où on s'apercevait que les jeunes coucous, avant de partir en Afrique, allaient vers le nord, se nourrir de criquets, de sauterelles, etc. On le suit d'une manière très approfondie et très bien documentée sur les faucons cresserellettes. Et je rappelle qu'on a trouvé sur le Larzac des dortoirs cresserellettes qui pouvaient regrouper plus d'1 millier d'individus, qui venaient de l'Aude et de l'Hérault essentiellement, ainsi que de la Crau d'ailleurs. Voilà. Donc là, c'est 2 oiseaux qui sont partis vers le nord, chercher peut-être des insectes, etc., avant d'entreprendre le régime alimentaire. Et puis nous avons, là c'est marqué par 3 points verts, un peu à l'est des sites de bagage. C'est quelque chose dont nous ignorions tout, que l'on n'imaginait pas du tout. Ça a été une révélation pour nous. Cette révélation a été rendue possible par la fréquentation en gros de 3 ornithologues qui y sont pratiquement tous les jours et qui ont vu arriver des busards marqués, qui ont noté très scrupuleusement ces données-là et qui nous les ont communiquées. Et on s'est aperçu qu'une partie importante des busards de l'Hérault allait en croc, passer un certain temps, comme aurait dit Fernand Reynaud, pour ne pas dire un temps certain,
Et là, ils se gavaient d'insectes, en particulier de criquets, avant d'entreprendre la migration vraiment qui les amènerait en Afrique. Ça nous a permis aussi de voir qu'un oiseau était parti dans le nord de l'Italie. Lui avait entrepris vraiment sa migration en Afrique, puisque c'est fin août ou début septembre que l'oiseau a été observé. Et ça a été une deuxième révélation, parce que nous pensions que les oiseaux transiteraient tous par l'Espagne, ce en quoi on se trompait lourdement. Quelques-uns semblent rejoindre l'Afrique par une voie plus orientale, étant nés en Hérault, oui, c'est-à-dire par la botte italienne et rejoindre donc l'Afrique, etc. On s'aperçoit, mais ça nous n'avons pas mené ce type d'études nous-mêmes, que des oiseaux traversent directement la Méditerranée. Là, ce sont surtout les Allemands et les Hollandais qui avaient mis des balises Argos sur des oiseaux et qui se sont aperçus que, ben oui, ils traversaient en droite ligne la Méditerranée sur un front assez large et même pouvaient s'arrêter sur les Baléares, par exemple, avant de repartir plus au sud. Tout ceci, nous n'aurions pas eu ces données sans le marquage de couleur, hein, puisque là, c'était bien des marques colorées. Hein. Autre précision que cela nous portait, c'est que vous avez à gauche le numéro des bagues, et on s'aperçoit que d'ailleurs que certaines bagues se suivent, certains numéros se suivent, et c'est pas le fait du hasard, c'est que parfois nous avons eu des fratries qui ont été observées jusqu'à 3 oiseaux du même nid, le 518, 519 et 520, hein, qui avaient été marqués à Grabels. C'est sur 4 poussins qui ont été marqués, 3 ont été retrouvés en même temps, ou tout au moins avec des périodes de chevauchement, sur l'accro. La pression d'observation était telle qu'en consultant la première et la dernière observation de chaque oiseau, on est arrivé à déterminer un nombre, certains étaient observés tous les jours, hein, on est appelé à une durée de séjour, si vous voulez, donc qui allait, quand il y a un point d'interrogation, c'est que les oiseaux ont été observés qu'une seule fois, alors ça peut être aussi à faute de pas de chance, hein, ils ont pu passer 10 minutes après le passage de l'observateur, ou ils ont pu aller plus loin en gros et ne pas être détectés. Mais pour un certain nombre d'oiseaux dont nous avions la durée qui s'échelonnait entre 9 et 28 jours, dont on a une moyenne de 10 jours, si vous voulez, de présence des oiseaux, qui leur suffisait, mais certains sont allés presque un mois, pour vraiment se gaver d'insectes, en particulier de criquets. Comme quoi la pose de marques colorées apporte des informations que nous n'aurions pas pu avoir avec les données, les méthodes classiques, si vous voulez, de simple observation. Hein. Et puis, nous avons eu un certain nombre alors, les cartes sont un peu faussées, et je vais vous dire pourquoi. Parce que les déplacements prénuptiaux sont des oiseaux qui avaient été bagués en héros, donc c'était le rouge, et puis qui ont été observés après, plus tard, l'année d'après. Autrement dit, ils étaient déjà allés en Afrique. Et ils revenaient d'Afrique quand ils ont été contactés, comme ça. Là, nous avons eu, si vous voulez, j'ai pas marqué les oiseaux africains, nous avons eu 2 oiseaux marqués en héros qui ont été contactés au Sénégal, et puis des oiseaux qui sont allés nicher après être nés en héros, qui sont allés nicher ailleurs, dont un vers les Deux-Sèvres, d'autres en Lozère, d'autres dans le Gard, et puis d'autres dans le nord du département. Ce qui prouve que la fidélité au site n'est pas la règle forcément, sachant que les mâles, d'une manière générale, sont quand même beaucoup plus fidèles au site, ils sont plus philopatriques que les femelles. Et c'est un phénomène que nous rencontrons chez des tas d'oiseaux. Je rappelle que le nom latin du pinson, c'est Fringilla coleps. Coleps veut dire célibataire, c'est tout simplement parce que les Suédois, en hiver, s'est aperçu qu'ils n'avaient que des mâles en plumage de nuptial, que des mâles adultes. Il y avait une disparition des femelles et des jeunes, mais j'ai pu le mettre en évidence il y a quelques années, moi, pour les fauvettes pichou dans les Alpes d'Haute-Provence, où en hiver, il n'y avait sur les sites plus que les mâles, les femelles et les jeunes étant partis. Alors, c'était pas une migration comme pour les pinsons, elles avaient fait une petite migration altitudinale, elles étaient
est descendu vers les vallées. Et c'est un gros avantage pour les oiseaux migrateurs de ce type-là, c'est que, dont une partie reste sédentaire, c'est que si l'hiver est très rigoureux, ben, tous les mâles adultes disparaissent, mais au printemps suivant, les jeunes mâles et les femelles reviennent sur le site. Et si l'hiver est doux, s'il y a peu de mortalité, ben les mâles sont avec beaucoup d'expérience, les mâles adultes ont les bons sites de nidification, les jeunes mâles prendront que les sites qu'on doit bien leur laisser. Mais dans les deux cas, l'espèce est préservée, elle ne disparaît pas complètement après un hiver aussi rigoureux futé. C'est pas le cas, bien entendu, pour le busard cendré, qui ne passe pas l'hiver chez nous, pas encore tout au moins, mais ce phénomène donc de philopatrie plus importante chez les mâles est reconnu chez de très nombreuses espèces. Les menaces, comme je vous l'ai indiqué, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a déjà chez les poussins, il y a un nombre relativement important de poussins qui ne peuvent pas s'envoler, il y a de la mortalité, etc. Mais les menaces qui pèsent à l'heure actuelle sur ces populations méditerranéennes, je répéterai bien, hein, c'est ce qui en fait la particularité, ben, la transformation des milieux. Vous avez le site de garrigue amatorale favorable justement au busard, qui est devenu ben, une carrière. Nous avons sur Villeneuve-les-Maguelones, dans le massif de la Gardiole, la grande carrière de Lafarge, qui est entre Mireval et Villeneuve-les-Maguelones, dont l'extension a fait disparaître la colonie de busards qui était à proximité. Donc ça, il peut y avoir des routes, il peut y avoir des extensions d'urbanisme, il peut y avoir voilà, transformation du milieu, comme pour beaucoup d'espèces, est un mauvais signe, même si le merle bleu peut venir s'installer là, même si le grand-duc peut venir, le moineau soulcy et d'autres espèces. Et là, je pense que nous avons sur cette photo deux menaces réunies. La première, celle que nous voyons au sol, ben, c'est une rêve-partie. Nous avons, sur Omelas en particulier, très régulièrement des rêves-parties qui peuvent regrouper jusqu'à plusieurs milliers de personnes, comme c'est arrivé l'an passé. Et ces rêves-parties se font souvent à la fin du printemps, voire tout début juillet, à une période où les busards sont en pleine reproduction. Là, vous aviez des nids de busards à moins de 100 mètres des regroupements. Et la dernière fois, même à la suite de cette rêve-partie, il y a eu un incendie qui a brûlé plusieurs dizaines d'hectares. Heureusement, d'abord heureusement qu'il n'y ait pas eu de mort, ça c'est une chose. Ça aurait pu être une catastrophe pour les oiseaux aussi, parce que plusieurs nids ont été sur le passage de l'incendie. Heureusement, les oiseaux s'étaient envolés quelques jours auparavant. Mais on peut vraisemblablement penser que, parce que certains arrivent avec des chiens, ils parcourent la garrigue, ne serait-ce que pour faire leurs besoins, etc., etc. Donc c'est un dérangement très certain pour les oiseaux. Les adultes n'osent pas s'approcher trop près quand il y a du monde pour nourrir les poussins. Enfin, ça pose de gros problèmes. Et puis le deuxième risque, c'est les éoliennes. Nous avions très peu de données au niveau national sur l'impact que les éoliennes peuvent avoir sur les busards cendrés. Et c'est la LPO Héros, je dois le dire, avec différents salariés qui se sont succédés et qui étudient particulièrement ce sujet, Pierre Gitenet, Mathias et puis maintenant Mathieu, qui ont vraiment fait des suivis particuliers de la mortalité des oiseaux, et entre autres un peu plus poussé sur le faucon cresserellette et sur le busard cendré. Plusieurs diapositives voilà, sont là pour vous montrer que les oiseaux n'hésitent pas à nicher pratiquement au pied des éoliennes, et là c'est une femelle qui va au nid, elle se pose quasiment au nid, là, et voilà où l'éolienne est un tout petit peu plus loin. Et la photo suivante sera encore plus explicite. Là, voilà, puisque c'est un mâle en plein vol qui passe vraiment à la hauteur des éoliennes.
Les études ont démontré, enfin, les suivis réalisés par nos salariés de la LPOEO, et j'en passe, mais il y a aussi Camille ou les Camille qui ont participé au suivi, puis d'autres personnes. Hein. On montre qu'en quelques années, c'est pratiquement pas loin d'une vingtaine de busards cendrés qui ont été impactés par les éoliennes sur ce site-là, sur le seul site d'Omelas. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est que, bon, heureusement, ce sont des oiseaux qui partent en Afrique, disons au mois de septembre, et qui reviennent donc au 20 mars, début avril, donc il y a toute une période hivernale où cette espèce n'est pas concernée par ce danger-là. Mais on s'aperçoit qu'il y a une proportion, il y a pratiquement 80% de ces oiseaux-là, d'une vingtaine qui sont décédés, sont des mâles. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que le mâle, lorsqu'il arrive au mois de mars-avril, il est très démonstratif, il fait des parades, et s'il décide de se nicher à côté d'une éolienne, ben, il va passer en paradant, il recherche plus la femelle que la pâle. Les pâles étant toujours très difficiles à éviter par les oiseaux. Je rappelle qu'en bout de pâle, on arrive des fois à 120 km à l'heure, même parfois plus, même si de loin nous paraît ça tourner au ralenti. Et les oiseaux ne peuvent pas anticiper, si vous voulez, la rotation, quoi. Et un oiseau qui est distrait par d'autres préoccupations, qui va parader, qui va voler sans arrêt au niveau de son territoire, qui va essayer de défendre le territoire contre d'autres mâles, ben, sera plus à risque de heurter la pâle ou d'être heurté par une pâle, plus exactement une femelle. Et d'autre part, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mâle qui va au loin chercher la nourriture. Donc, c'est des va-et-vient incessants, alors que la femelle qui est sur le nid en train de couver, ben, ne s'absente que quelques petites minutes et tourne à proximité du nid. Elle va pas s'éloigner. Après, même quand le poussin est né, jusqu'à une grosse dizaine de jours, la femelle restera encore sur le poussin pour lui apporter la chaleur. Et même après, quand le poussin est un peu plus grand, elle reste à proximité du nid pour assurer la surveillance des poussins, et puis accueillir le mâle lorsqu'il apporte une proie et ainsi pouvoir nourrir le poussin. Parce qu'on s'est aperçu que le mâle ne distribuait pas la nourriture au poussin, il ne faisait qu'à l'apporter à la femelle ou il apporte au poussin, mais il ne déchiquette pas le gros poids pour nourrir le poussin. Voilà. Ceci étant, l'impact n'est pas que là, puisqu'on peut supposer aussi que si un mâle est tué tout à fait à son arrivée, en mars-avril, la femelle peut encore trouver un mâle de substitution. Nous avons d'ailleurs prouvé un cas de bigamie où un mâle s'est occupé de 2 femelles dont les nids étaient distants d'une dizaine de mètres. Voilà. Il y a eu un petit impact quand même parce que les femelles n'ont pu élever que 2 poussins chacun. Il ne faut pas oublier que le mâle devait nourrir à la fois les 2 femelles plus l'ensemble des poussins. Voilà. Donc il y a un impact sur les populations parce que si le mâle est tué plus tard, en avril ou mai, ben la femelle là ne peut pas couver et élever les poussins, aller chasser pour élever les poussins, donc elle va abandonner le nid et c'est toute la ponte ou la nichée en bas âge qui va périr. Si le mâle est tué en fin de reproduction au mois de juin, surtout à partir de la mi-juin, là, la femelle pourra s'absenter, les poussins seront grands, ils n'auront pas besoin de la femelle pour réguler leur température, ils n'auront pas besoin de la femelle pour les protéger, ils seront moins vulnérables aux prédateurs, dont la femelle pourra nourrir le poussin. Voilà, toutes ces raisons expliquent que au moins 75 à 80% des oiseaux tués ici sur le site sont des mâles. Il y a d'autres prédateurs, souvent ailés, comme les goélands, nous ne le pensions pas au départ. Nous savions que le goéland était un gros prédateur, y compris d'oiseaux. Sur 7, j'en ai vu capturer assez souvent des tourterelles ou des pigeons. Je suis même allé une fois dans un nid sur un toit à 7 où il y avait plusieurs martinets noirs capturés au vol par les goélands. Nous avons pu observer sur mon bassin des goélands poursuivant une outarde canepetière au vol, à Frontina, un goéland capturant une couleuvre dans une vigne, etc. etc. Les goélands se nourrissent aussi beaucoup d'insectes sur le matorral.
Nous avons vu aussi des bandes de goélands pouvant atteindre plusieurs dizaines d'individus, ratissés comme ça à la garrigue basse, et ce qui provoquait l'envol de la femelle qui allait défendre le nid contre un oiseau. Le mâle était un peu plus timide, mais parfois participant à cette défense. Mais devant le nombre, alors qu'il pourchassait un goéland, il y en a d'autres qui pouvaient aller au nid et détruire les œufs, manger les œufs ou les poussins lorsque ceux-ci étaient très petits. Et c'est vrai que nous observons de plus en plus de goélands en pleine garrigue l'été, au printemps, où ils viennent se nourrir. Nous avons aussi un problème ici avec le sanglier. Vous savez que le sanglier est un prédateur, il est omnivore. Les populations héroltaises se portent bien, j'allais dire. C'est à peu près, d'ailleurs, les dégâts dans l'agriculture ont été indemnisés pour le seul département de l'Hérault à 266 000 € l'an passé. Et alors qu'il se tuait environ 20 000 sangliers dans le département. Mais on est loin du compte. Et dans le Gard où il s'est tué 40 000 sangliers, je pense que la différence de productivité, puisque le nombre de 42 couples suivis était quand même suffisant, s'explique vraisemblablement par le dénichage par les sangliers, qui eux peuvent traverser les matorrales les plus denses, là où il faut être fou ou ornithologue pour aller jusqu'à un nid. Les renards, etc., ne s'aventurent pas là, c'est trop piquant, c'est trop dense. Les renards préféreront suivre les chemins, etc. Ceci étant, j'ai également une forte suspicion, une fois, d'une grosse couleuvre de Montpellier qui a démarré lorsque je suis arrivé. J'étais à moins de 2 mètres du nid. Il restait 2 poussins dans le nid. Je pense qu'elle avait pu en avaler un ou deux à mon arrivée. Donc là, voilà, je vous ai tout dit sur le sanglier, je vous ai parlé. Et puis après, on a des prédations dont on ne comprend pas trop. Il s'agit vraisemblablement de mustélidés. Alors, est-ce que c'est la fouine? Est-ce que c'est la genette? Ici, vous avez la coquille de l'œuf. Parce que, bien entendu, lorsqu'il s'agit d'un sanglier, le sanglier, lui, vous le voyez à la végétation. Oui, il n'y a plus rien, il y a quelques plumes que lorsque le poussin est grand, mais c'est tout. Oui. Là, c'est typique d'un mustélidé. Hein. Et voilà, et pour terminer, nous souhaitions vous présenter juste 2-3 photos qui étaient insolites, mais qui nous semblaient intéressantes. Alors là, c'est un mâle, et vous repérerez, même si la photo n'est pas très bonne, même si l'oiseau est très petit sur votre écran, ben, il a les épaules très sombres, et même la tête et la queue sont assez sombres. Ce n'est pas qu'un effet d'éclairage, c'est un oiseau que l'on appelle mélanisant. Puisque chez le busard cendré, il existe parfois des oiseaux complètement mélaniques, noirs, soit chez les mâles, voire même chez les femelles. Dans ce cas-là, elles n'ont pas la tache blanche au croupion. Jusqu'à entre 5 et 7% d'oiseaux mélanisants peuvent se rencontrer dans certaines colonies en Espagne, par exemple. Donc c'est beaucoup moins comment dire, sensibles chez nous. Les oiseaux mélanisants se rencontrent très peu. Ça m'est arrivé de rencontrer une femelle sur Villeveyrac et ce mâle aussi sur Villeveyrac. Et voilà, mais ils n'étaient pas ensemble et c'était un laps de temps de 15 ans entre les deux. Donc c'était simplement pour vous montrer qu'il peut y avoir des oiseaux très sombres. Certains le sont encore beaucoup plus que ça. Et puis, en ce qui concerne les photos suivantes, c'était un peu un scoop. Je vous ai dit tout à l'heure que je m'étais intéressé pendant plusieurs années au coucougé. Et là, sur la commune de Domelas, on a rencontré ce que nous pensions impossible. C'est un coucougé qui a pondu 2 œufs dans un nid de busard cendré. Ça n'avait jamais été signalé en France. Il faut dire que les coucougés en France sont surtout connus pour pondre dans les nids de pie. On sait que dans d'autres pays, comme en Espagne, ils peuvent aussi pondre dans des nids de corneilles ou de grands corbeaux. En Afrique du Nord, le grand corbeau, puis des corneilles africaines et des pies aussi. Mais ça n'était pas connu. Je pense honnêtement que c'est en tout désespoir de cause
puisque c'est un secteur où nous rencontrions fréquemment au printemps des coucougets, vraisemblablement des coucougets qui étaient appariés. Je ne dis pas en couple parce que les couples chez les coucous sont toujours très variables, les oiseaux n'ayant pas d'une fidélité irréprochable, mais nous n'observions aucune pie. Bon, on se posait des questions jusqu'au jour où nous avons trouvé ces 2 œufs. Je suis passé la semaine d'après pour voir, c'est vraiment les œufs de pie, qui ressemblent à des œufs de pie tout au moins, c'est le propre du coucouget. Je suis passé une semaine après pour voir où on en était. Il n'y avait plus rien, il restait que les œufs de busard cendré. Il est très vraisemblable que les poussins soient nés et que, bon, d'abord, ils n'ont pas été nourris par la femelle et puis ils ont dû être dévorés par les parents. C'est ce que nous supposons. Si un prédateur était passé, il aurait mangé tous les œufs, y compris les œufs de busard. Il aurait peut-être commencé par cela d'ailleurs, parce qu'ils étaient plus gros. Mais c'est un document que je qualifierais volontiers d'exceptionnel, mais l'exception ne va pas au photographe, mais bien à la situation. Voilà de près où on voit mieux la coloration des œufs de coucouget avec à côté des œufs de busard. Alors là, vous constatez que le nid était situé pas très loin d'un bois de pin, et vous avez vu qu'il y avait des branches de pin dans la constitution du nid, ce qui est très très loin d'être fréquent. Ce n'est pas la règle générale. On a vu tout à l'heure des nids qui n'étaient composés que d'herbes par exemple, et d'autres parfois des brindilles. Voilà, celui-là avait mis du pain dedans. Voilà, nous en arrivons à la conclusion, si vous voulez. Pour vous dire simplement que quelques-unes de ces données, d'abord pour l'évolution de la population, vous avez vu tout à l'heure les estimations, mais qui étaient relativement précises sur les populations des différents départements de la région, l'ex-région Languedoc-Roussillon ainsi que de la région PACA. Nous avons des informations qui nous semblent indiquer qu'au niveau national, il y aurait une baisse ces dernières années des populations de busards cendrés. Nous avons constaté sur le plateau d'Omelas, où nous sommes passés, où nous suivions de très près une cinquantaine de couples, nous sommes arrivés à en gros 30% de baisse des effectifs en 20 ans. Ce qui correspond donc en gros aux données que nous avons en France, mais qui nous précisent que dans des endroits comme les nôtres, ils ne sont pas à l'abri. Bien sûr, il n'y a pas de pesticides, ou encore que, on peut penser que les oiseaux allant chasser à 10 km peuvent chasser dans les cultures et prendre des proies qui sont intoxiquées, mais le problème de l'éolien n'explique pas tout, puisque comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons vu disparaître des colonies très loin de parcs éoliens, dues en partie, certaines au moins, aux modifications du milieu et de l'habitat. Nous savons également que le réchauffement climatique peut avoir des conséquences. Nous avons eu il y a 3-4 ans un printemps, un hivernage très difficile de ces oiseaux en Afrique et un printemps très pluvieux qui avait bloqué un petit peu les oiseaux en Afrique, très peu retournant sur leur site de nidification en France et dans notre région. Donc c'est toutes ces indications qui ont incité la LPO France à proposer au ministère de la Transition écologique un plan national d'action sur les busards et en particulier sur le busard cendré. Je suis intervenu personnellement auprès de la commission Rapace et du conseil d'administration de la LPO France pour leur demander qu'une fois n'est pas coutume, nous ne soyons pas oubliés et que tous les busards de France ne nichaient pas dans les cultures, que nous avions aussi ces particularités en zone méditerranéenne qu'il convenait de protéger, puisque nos populations de busards aussi étaient en diminution.
Voilà, donc on va mettre en place un plan national d'action qui va peut-être nous permettre d'assurer des suivis pour plus lointain encore, peut-être de munir des oiseaux avec soit des balises Argos, soit des GPS, enfin géolocalisateurs, et j'allais dire, ça va ouvrir un deuxième volet à l'histoire d'amour dont je vous parlais tout à l'heure, qui est liée à cet oiseau, que je trouve absolument merveilleux, qui est un joyau de notre garrigue. Et je crois que nous devons effectivement tout mettre en œuvre pour le protéger. Voilà, tout ça pour vous dire également que nous avons souhaité là très rapidement passer sur quelques-uns des résultats obtenus après plus de 25 ans de suivi de cette espèce. Et que nous sommes attelés à un travail un peu plus compliqué puisque nous sommes dans la rédaction d'un livre, Le Busard cendré en garrigue, ou dans la garrigue, le titre n'est pas encore tout à fait, voilà, où nous allons décrire très largement, alors j'hésite toujours à savoir s'il faut que je parle de la garrigue ou des garrigues, tellement elles peuvent être complexes et différentes, mais nous avons souhaité présenter dans ce livre très largement la garrigue à travers ses paysages, à travers l'action de l'homme qui l'a façonné. Il suffit de voir des incendies la parcourir pour s'apercevoir vraiment du réseau de murs de pierres sèches, de voir des capitelles des fois qui étaient recouvertes par la végétation. Il y a aussi des menhirs qui sont en garrigue, enfin il y a beaucoup de choses intéressantes. Et puis de décrire aussi la garrigue dans sa composition végétale avec ses sites, mais avec ses plantes qui sont variées, les insectes, les oiseaux, les mammifères, et puis bien entendu la deuxième partie du livre étant consacrée uniquement au busard cendré, une espèce parmi tant d'autres, mais sur laquelle on portait l'essentiel de nos recherches, y compris des éléments que nous sommes en cours d'analyse et qui ne vous ont pas été présentés aujourd'hui.